Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire intitulé Exploiter la donnée drone pour mieux planifier. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà là, à l'emploi d'entreprises minières au Québec. Peut-être que d'autres, vous avez la chance de faire du service ou d'être sous-traitant pour l'industrie minière. D'autres personnes sont peut-être juste ici par curiosité, essayer de comprendre un petit peu plus là, l'intégration des drones au niveau des minières et disons, les différents avantages que ça peut apporter. Dans tous les cas, ben, c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je vous encourage aussi à poser vos questions là, dans le chat. S'il y a des éléments que vous voulez avoir un petit peu plus d'approfondissement, en fait, n'hésitez pas à l'écrire et je vais y répondre à la fin. Bref, sommaire là, sur nos sujets qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, ben, premièrement, une brève introduction un petit peu de moi-même et de Drone Expert. Par la suite, on va aller voir un petit peu plus en détail c'est quoi les défis actuels du secteur minier aujourd'hui. Les étapes d'intégration du drone, quelles sont les applications potentielles là, des différentes là, technologies aéroportées. Euh, on va faire peut-être un petit comparatif entre la photogrammétrie et le LIDAR, puisque c'est deux technologies présentement qui sont énormément utilisées au niveau du secteur minier. Par la suite, on va aller voir un petit peu plus en profondeur des technologies spécialisées d'un fabricant avec qui on a la chance de collaborer, qui est SPH Engineering. Donc, on va regarder là, certaines instrumentations qu'eux ont conçues là, qui sont très bien adaptées au secteur minier au Québec et partout dans le monde. On va regarder aussi un petit peu plus en détail là, la fameuse notion de retour sur investissement. Donc, comment calculer son retour sur investissement dans le secteur minier. Je vous rassure de par les applications, les besoins dans le secteur minier, le retour sur investissement est quand même très facile là, en fait, à montrer la valeur. Euh, on va terminer avec un récapitulatif là, sur les principales technologies qui auront été discutées là, pendant le webinaire et peut-être certaines allusions à des technologies sur lesquelles je n'aurai pas le temps de discuter parce que malheureusement, on a une heure aujourd'hui. Il y a beaucoup de technologies possibles dans le secteur minier. On en a ciblé quelques-unes, mais on va quand même là, vous glisser un mot sur d'autres technologies. Et si vous êtes intéressé à en parler de façon plus approfondie, encore là, vous pourrez communiquer avec nous là, un peu plus tard là, à votre bonne convenance. Donc, rapidement, pour me présenter, mon nom est Pierre-Yves Genet. Je suis conseiller en accompagnement chez Drone Expert depuis bientôt 5 ans. Juste que j'enlève ça, excusez-moi. Je suis responsable du secteur minier ici, évidemment, donc d'où ma présence pour le webinaire d'aujourd'hui. J'ai eu la chance d'accompagner les entreprises minières là, dans l'intégration des drones, mais aussi là, tout ce qui est au niveau des sous-traitants qui sont amenés à donner du service aux minières. Donc, j'ai la chance de pouvoir là, parler avec des gens là, de tout domaine d'activité. Voilà pour mon introduction. Et au niveau de Drone Expert, là, rapidement, pour vous mettre en contexte, on est une entreprise, comme dit le nom, en fait, là, on est une expertise en drone. On aime dire qu'on offre un service 360. Donc, par là, ce que j'entends, c'est qu'on parle d'un accompagnement qui est complètement là, intégré là, à tous les niveaux là, d'un programme d'intégration de drones. Donc, ça passe évidemment par tout ce qui est vente d'équipements et aussi la location de ces équipements. On a la chance d'avoir accès à plusieurs distributeurs, plusieurs marques. Les marques qu'on va vous présenter aujourd'hui, les équipements qu'on va vous présenter, c'est des équipements là, pour lesquels on est en mesure de faire la vente et la location. On a aussi un rôle à jouer tout ce qui est en lien avec la formation. Donc, formation, en fait, autant au niveau de l'obtention des licences d'opération, mais évidemment, tout ce qui est formation sur les équipements en soi. On est amené à vous accompagner aussi dans tout ce qui est réparation, maintenance des équipements, considérant encore plus dans le secteur minier, les équipements là, sont quand même là, assujettis à des conditions pas faciles. Donc, on est là pour accompagner, là, pour s'assurer là, que la pérennité de votre équipement soit maintenue. On a un département de recherche et développement. Donc, on a développé avec le temps une expertise au niveau de l'instrumentation sur drone. Donc, on est capable de donner vie à peu près n'importe quel projet. Pour des projets qui sont peut-être un petit peu plus atypiques, on est toujours heureux de pouvoir collaborer et amener notre expertise. Et aussi tout ce qui est programme d'accompagnement. Donc, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais on est amené à aller sur le terrain là, pour desservir là, nos clients. Le but, c'est de prendre vraiment un client là, qui pourrait être complètement néophyte et l'amener là, à une autonomie là, complète sur le terrain. Les défis actuels du secteur minier, je vous dirais qu'il y en a quelques-uns, mais de par les discussions que moi j'ai eues là, dans les dernières années, je vous dirais principalement les défis vont tourner souvent autour de deux éléments. Le premier, en fait, c'est beaucoup au niveau de la santé et sécurité des travailleurs sur le site.
Comme vous le savez, un site minier, on parle d'un environnement qui est hostile, un environnement où on a énormément de travailleurs en même temps sur le site, on a de la machinerie, on a de l'équipement lourd, bref, un environnement qui est propice à des accidents de travail, tout simplement. Donc, ben, l'avantage des drones, puis tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on parle d'équipements qui sont opérés à l'extérieur des zones de risque. Donc, tout ce qui est présenté aujourd'hui, c'est justement pour vous permettre de voir qu'on peut aller collecter de la donnée, mais sans être dans la zone qui est la zone dangereuse. L'autre élément aussi, qui est une demande généralement du secteur minier, mais c'est évidemment la précision. La plupart des compagnies minières ont déjà des départements d'arpentage, ont déjà des départements avec des outils de cueillette de données là, plus conventionnels. Donc, la précision pour eux est hyper importante, donc précision centimétrique que les drones vont leur offrir. Mais aussi au niveau du monitoring, donc énormément de données qui doivent être mesurées au niveau d'un site minier, que ce soit de façon hebdomadaire, journalière, mensuelle. L'idée, c'est de s'assurer que le site est rentable et aussi de voir au niveau de la pérennité dans le temps. Tout bon site minier a une fin de vie. Donc, c'est de s'assurer qu'on a maximisé notre exploitation. Donc, je vous dirais que le monitoring sur les sites miniers est vraiment un élément très important et les drones vont venir remplir là, ces objectifs-là. Bref, présentation sur les étapes d'intégration d'un drone. Que vous soyez expert, que vous débutiez, tout le monde passe un peu à travers le même processus, là. Donc, généralement, l'objectif derrière ça, c'est de pouvoir de voler dans un cadre sécuritaire puis évidemment maximiser vos résultats. Donc, au départ d'un programme de drone, c'est toujours de regarder au niveau des formations. Là, je parle vraiment de formation au niveau de l'obtention des licences. On parle vraiment de permis qui sont homologués par Transport Canada. Donc, c'est de s'assurer quel type d'équipement vous voulez piloter, dans quelle zone vous vous trouvez. Je voudrais que Transport Canada a d'autres conditions sur lesquelles on doit s'appuyer pour sélectionner la bonne licence, mais généralement, ces deux critères-là là, sont les plus souvent, d'une certaine façon, considérés. Le poids de l'équipement va entrer en ligne de compte aussi. Les équipements que je vais vous présenter aujourd'hui, on parle de drones de plus de 250 grammes, donc c'est des drones qui demandent des licences. Reste à savoir quelle licence en particulier. Donc, dans le cas où vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez vous référer à nous directement sur le site de Transport Canada. Par la suite, il faut s'assurer de faire l'acquisition de la bonne technologie. Donc, pour ça, c'est de comprendre c'est quoi le livrable qu'on recherche. C'est pas tous les équipements qui ont la possibilité d'avoir les mêmes capteurs, les mêmes caméras. Il y a certains équipements qui permettent d'avoir une interchangeabilité des capteurs et des caméras. Donc, on parle de drones qui amènent vraiment une certaine polyvalence. Donc, le but, c'est de vous dire, c'est quoi que j'ai besoin comme livrable. Par la suite, on va venir orienter le choix de l'équipement en fonction du livrable. Le choix de l'équipement en soi, mais aussi le choix du logiciel de traitement de données, parce qu'il y a des logiciels qui sont spécialisés selon le type de livrable que vous voulez émettre. Donc, de bien considérer ces éléments-là dans le processus. Une fois que les équipements ont été procurés, formation sur les équipements et sur la méthodologie terrain. Je vous dirais qu'il y a énormément de risques sur un site minier par rapport à d'autres types d'environnements. Donc, d'être capable d'évaluer les risques sur le terrain, de comprendre comment on utilise bien la technologie, qu'on s'assure aussi d'une certaine façon de ne pas mettre en danger nos collègues. Donc, nous, on propose fortement d'avoir une formation sur la méthodologie terrain au niveau de l'opération, considérant en type d'environnement que les minières opèrent. Et tout ce qui est support technique après l'intégration. Une fois que les drones ont été intégrés, vous avez une bonne méthode terrain. Rien n'empêche, en fait, d'avoir un support constant au niveau de l'optimisation de vos résultats. C'est vrai aussi au niveau de la maintenance et la réparation des équipements. Et je vous dirais, dans le secteur minier, énormément aussi de veille technologique qui peut être fait. Considérant que les fournisseurs, je vous dirais présentement, les distributeurs, les fabricants de drones sont très actifs dans la fabrication de nouveaux équipements, nouveaux capteurs de plus en plus puissants, équipements aussi qui ont de plus en plus de charge au niveau de la capacité, là, au niveau du payload, comme on vient de dire. À ce niveau-là, vous êtes dans une industrie, en fait, l'industrie minière est une industrie qui est très assujettie à évoluer dans des technologies de plus en plus avant-gardistes. Donc, quelles sont les principales applications au niveau de l'utilisation des drones dans le secteur minier? J'en ai identifié 5 aujourd'hui. Je vous dirais que c'est les 5 que j'entends le plus parler avec. C'est sur ces éléments-là, généralement, que les gens vont aller de l'avant avec les technologies. Donc, les 5 que j'ai identifiés, premièrement, on parle de la cartographie du site. On parle vraiment d'une cartographie souvent qui se fait avec des méthodes un peu plus conventionnelles. Je parle de caméras visuelles notamment, là. Même caméra LiDAR, dépendamment, le capteur LiDAR, dépendamment du projet. Mais l'idée, souvent, c'est d'avoir tout simplement un modèle 2D, un modèle 3D de la zone et d'avoir vraiment une évolution, si on veut, un peu plus grand. En fait, c'est vraiment avoir une évolution un petit peu plus globale au niveau du site. Par la suite, la mesure de volume, en fait, je vous dirais, c'est probablement l'application numéro 1. C'est la gestion des stocks, tout simplement. Donc, tout ce qui est suivi au niveau des inventaires.
C'est vraiment une application qui est énormément utilisée dans le secteur minier. Pourquoi? Bien, parce que vous voulez savoir si la mine est rentable, puis jusqu'à quand vous allez pouvoir l'exploiter. Donc, la réalité que vous devez comprendre, c'est quoi l'état des stocks. Le calcul de volumétrie par drone au niveau des sites miniers est vraiment une des premières applications que les gens regardent. L'inspection de zones à risque, ça, c'est plus en lien, je dirais, avec la sécurité des employés. Donc, tout ce qui est niveau observation au niveau du site, que ce soit les parois, les talus, au niveau de la machinerie qui serait en déplacement, je vous dirais que là, on est vraiment plus dans une optique où on s'assure que les travailleurs sont dans un environnement sécuritaire. On entend parler de plus en plus aussi au niveau du contrôle de la qualité de l'air. Plusieurs distributeurs ont lancé des équipements dans les dernières années sur des instrumentations de captation de l'air. Je vous dirais que là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est beaucoup au niveau de la détection de méthane, mais il y a certains distributeurs qui ont été un petit peu plus loin avec d'autres types de gaz. C'est un genre de technologie qui est de plus en plus là, à la mode. Évidemment, parce que les mines doivent respecter certaines normes environnementales, donc d'avoir une vue claire sur c'est quoi les gaz qui émanent du site, c'est de plus en plus important. Et en tant que bon citoyen corporatif, bien évidemment, on veut s'assurer d'avoir une certaine étape blanche auprès de nos gouvernements. Cartographie sous-marine aussi, plus en lien avec ce qu'on regardera tantôt, qui est au niveau de la bathymétrie. Donc, vraiment, un petit peu le même principe qu'une cartographie un site extérieur. Bien, au niveau de la cartographie sous-marine, c'est un peu le même principe. Donc, vraiment intéressant au niveau des bassins de sédimentation. Donc, de venir voir au niveau du dépôt des résidus, ce genre de choses-là, quand on doit faire du dragage, ces choses-là. Donc, c'est des applications qui sont de plus en plus là, demandées. Euh, J'en profite rapidement pour vous montrer là, un livrable. En fait, là, je parlais tantôt là, de cartographie. Là, ici, c'est issu d'un modèle 3D. En fait, l'idée, c'est qu'on a un traitement de données dans un logiciel qui s'appelle Pix4D. À l'écran, on voit en fait, c'est une zone de forage dynamitage. Et on est capable de venir prendre des mesures entre les différents points de forage. Généralement, vous voyez, on est capable d'avoir les longueurs en 2D, en 3D. On est capable de voir les élévations entre les points. On est même capable de voir la pente. Ce genre de relevé-là, c'est intéressant pour s'assurer que, notre forage est d'une certaine façon sécuritaire en lien avec tout ce qui pourrait être talus ou ce genre de choses-là pour quand ça va être dynamité, bien, que ce soit fait dans les règles de l'art. Mais aussi d'optimiser à ce niveau-là, là, au niveau là, de la façon que votre dynamitage va être fait. C'est un type de livrable qui peut être obtenu à partir d'une simple caméra visuelle 20 mégapixels, par exemple. Par la suite, je parlais tantôt de volumétrie par drone. Première application la plus utilisée présentement au niveau des drones dans les secteurs miniers. Donc là, on est dans un logiciel, on est à partir d'une orthomosaïque 2D. L'idée, c'est qu'on est capable de venir chercher directement là, des calculs de volume à même un logiciel de traitement de données. En l'occurrence, on parle d'un logiciel qui s'appelle Pix4D. Donc, on est capable d'avoir les quantités en mètres cubes. Donc, ça nous permet d'avoir une vue claire là, au niveau de nos inventaires. Donc, très rapidement, l'information apparaît et on a des précisions centimétriques conditionnelles à ce qu'on utilise le bon équipement, que je vais vous parler un peu plus tard. Aussi, là, on est plus dans un contexte de modélisation 3D. Là, on voit ici, là, on vient chercher vraiment là, deux points, en fait, au niveau d'un talus. Généralement, l'intérêt derrière ce genre de mesure-là, c'est que les talus dans les sites miniers doivent respecter certaines inclinaisons. Donc, on doit respecter des pentes qui sont conformes d'une certaine façon. Donc, le suivi au niveau des talus comme ça peut se faire très bien par drone. C'est un petit peu le même principe que ce que je vous ai montré dans les deux autres livrables, mais là, on a vraiment un point très bas et un point très haut. On est capable de voir la différence, là, notamment au niveau là, de l'altitude. Puis on est aussi capable de voir la pente. Un autre exemple d'utilisation au niveau des drones. Ces données-là ont été issues d'un nuage de points. Donc, on est capable, là, avec un nuage de points, d'aller chercher des informations comme ça. Plusieurs personnes se posent la question, souvent quand ils sont en mode un peu magasinage d'équipement ou qui sont en train d'essayer de cibler quel équipement choisir. Est-ce qu'on doit choisir une technologie de photogrammétrie ou une technologie d'or? La réalité, c'est que les deux technologies se ressemblent quand même beaucoup. Ce qui va distinguer quelle technologie je dois utiliser réside beaucoup dans le type d'environnement que vous allez opérer. Euh, pour peut-être faire rapidement une comparaison entre les deux, si on pense à la photogrammétrie, bien, la photogrammétrie, pour faire une définition quand même assez globale, bien, c'est de reconstituer un terrain en 2D ou en 3D à partir d'images aériennes qui ont été assemblées dans un logiciel de traitement de données. Euh,
Je vous ai un peu indiqué la liste de livrables que vous pouvez obtenir à partir de la photogrammétrie. Les principaux que les gens recherchent généralement, c'est l'orthomosaïque et le nuage de points. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment à partir de caméras visuelles qu'on va être capable d'aller chercher ces données-là. Je vous ai aussi indiqué le format des données pour que vous sachiez que ces formats-là sont exportables dans toute bonne suite de logiciels conventionnels en géomatique, que ce soit les suites GIS, que ce soit les suites CAD, ce genre de choses-là. Donc, voilà pour ça. Sur l'écran à gauche, en fait, on voit aussi des équipements qui ont la possibilité de proposer des capteurs de photogrammétrie. Là, on a notamment un DJI Matrix 400, qui est un drone qui est super utilisé présentement dans le marché, avec une caméra P1 45 mégapixels. Et aussi, on a un WinThrow, en fait, qui est un aile volante sur lequel on peut venir intégrer là, des caméras visuelles à différentes résolutions selon les besoins. Il y a des équipements plus petits aussi qui vous permettent de faire la photogrammétrie. Ils ne sont pas à l'écran, mais vous pouvez garder en tête qu'on peut avoir des drones un peu plus entrée de gamme, qui ont des excellentes caméras, qui peuvent très bien faire le travail, mais souvent, on va se heurter à des limitations en termes d'autonomie de batterie, en termes aussi, donc dans des conditions un peu plus froides, un peu plus venteuses, où que les lumières reviennent beaucoup. Là, on peut frapper des limitations à ce niveau-là, mais en termes de qualité de capteur, on a des équipements de plus petite taille qui vont sensiblement donner les mêmes résultats que des drones un peu plus commerciales, disons-le comme ça. Donc, la photogrammétrie, en fait, pour vous l'expliquer peut-être rapidement, une méthode terrain là, qu'on recommanderait pour un relevé photogrammétrique, bien, minimalement, c'est d'avoir un drone qui a un capteur 20 mégapixels qui est en format soit 4 tiers ou grand format. Donc, muni d'un obturateur mécanique. Ça, c'est quand même très important dans un contexte où vous voulez voler à bonne vitesse. L'obturateur mécanique est vraiment là, nécessaire. On recommande le module RTK pour la correction des données en temps réel. Et évidemment, la correction peut se faire dans un écosystème connecté à une base GNSS, que ce soit une base RTK, une base PPK, selon les besoins. Une fois que vous avez le bon équipement, par la suite, bien, la photogrammétrie se fait tout le temps, en fait, en mode préprogrammé. Donc, l'idée, bien, c'est que vous venez tout simplement déterminer vos zones de vol directement dans l'application du drone. Vous venez tout simplement paramétrer votre vol avec latitude. Vous venez définir un chevauchement d'image, donc à quelle fréquence l'obturateur va déclencher ces images. On parle en frontal et en latéral, ça va venir déterminer vos lignes de vol. Et votre plan de vol est fait. Par la suite, bien, une fois que vous êtes sur le terrain, bien, c'est super important de préparer et sécuriser le site. Comme j'expliquais tantôt, dans le secteur minier, il y a toujours la circulation. Vous avez des employés sur le terrain, de la machinerie qui est en opération. Donc, c'est encore plus important dans un secteur comme le secteur minier où vous devez prendre connaissance un peu aussi des mesures d'urgence. C'est-à-dire vraiment prendre connaissance de l'environnement, bien comprendre c'est quoi les manipulations à faire s'il arrive un pépin. Donc, ça, on est là pour vous aider généralement avec des formations pour bien comprendre ces mesures-là. Une fois que vous êtes prêt, le drone est prêt à voler. J'ai oublié aussi de mentionner qu'on peut même recommander des cibles dans certains cas pour les mandats de photogrammétrie, notamment dans un contexte minier, on a plusieurs paliers. Donc, on a des différentes zones, si on veut, qui sont à des altitudes différentes. Généralement, les cibles vont être optimales pour permettre d'avoir une meilleure précision, notamment en Z. Donc, les cibles dans un secteur minier, fortement recommandé. Le vol est prêt, on a regardé, on est prêt sur le terrain, tout est sécuritaire. On peut réaliser notre vol en mode automatique. Une fois que le vol est complété, on importe les images dans l'ordinateur tout simplement. On passe les images dans le traitement de logiciel de traitement de données. Et je vous dirais, il y a beaucoup d'automatisation au niveau des logiciels. Oui, il peut y avoir une interprétation aussi à faire, mais généralement, les logiciels font le gros du travail et on est en mesure après d'analyser notre livrable ou même l'exporter dans un format pour y envoyer vers un autre logiciel, comme j'expliquais tantôt, que ce soit la suite GIS, par exemple. Les avantages de la photogrammétrie, réduction significative du temps sur le terrain. On parle de drones qui vont varier au niveau de la vitesse. Ça peut être du 20-24 mètres secondes. On a des ailes volantes comme le WinPro vont aller encore plus rapidement que ça. Donc, l'idée, bien, on passe beaucoup moins de temps sur le terrain que si on avait à faire un relevé là, conventionnel. La précision est élevée. On parle de précision centimétrique. Donc, on parle de précision de l'ordre du centimètre avec une bonne méthode terrain, avec la pose de cible, avec le RTK. Tout ça ensemble nous permet de chercher des précisions centimétriques. Généralement, la photogrammétrie est plus abordable que le lidar. C'est un fait. Il n'y a pas encore de lidar qui viennent, d'une certaine façon, là, accoter les prix dans le marché au niveau des drones de photogrammétrie. Donc, il faut quand même le considérer là, dans la décision.
Et bien, la photogrammétrie permet d'avoir un suivi géoréférencé temporel. Comme j'expliquais un petit peu plus tôt tantôt, l'idée de monitorer en temps réel les données, les voir évoluer dans le temps pour avoir une vue claire de notre site, ben, c'est exactement ce à quoi sert la photogrammétrie. Les limitations, parce que comme toute bonne technologie, il y a des limitations aussi, là. Les résultats vont varier selon la luminosité. C'est vrai, en fait, si la luminosité n'est pas constante sur le site, ben, à ce moment-là, les données vont perdre la précision. Un site minier pourrait avoir, par exemple, beaucoup de jeux d'ombre avec les façades et tout ça, c'est un fait. Donc, la photogrammétrie peut avoir des limites à ce niveau-là. Limité aussi par les obstacles tels que la végétation et la neige. Évidemment, vous êtes dans un contexte, vous avez une canopée à pénétrer, peut-être un peu moins dans un site minier où tout est décapé, là, mais je prends l'exemple, vous seriez dans une exploration minière où on a des arbres et tout ça, photogrammétrie, pas nécessairement la technologie à opérer. Encore là, pour le lidar, pour la neige, pardon, si vous voulez faire un calcul de volume, puis vous avez un fond blanc, puis le dessus de la pile est blanc, aucune chance d'avoir des résultats, là. Donc, les limitations aussi au niveau là, des conditions hivernales, on va le dire comme ça, sont quand même de mise, là. Si on fait du pouce là-dessus, puis on va vers le lidar, les livrables entre la photogrammétrie et le lidar sont les mêmes. Mis à part qu'en lidar, évidemment, on ne pourra pas nécessairement générer d'images brutes et on ne pourra pas non plus, évidemment, générer d'orthomosaïque à partir de ces images-là. Cependant, certains lidars proposent aussi des caméras visuelles intégrées. C'est notamment le cas de la L3 ici, là, de DJI qui est sur l'écran. Donc, il faut quand même être conscient qu'on peut avoir la possibilité d'utiliser une caméra visuelle sur un lidar. Mais si on prend strictement le lidar là, comme technologie utilisée, ben, les limitations sont effectivement pour ne pas prendre d'image. Cependant, le lidar, en fait, a des avantages que je vais vous expliquer dans un instant par rapport à la photogrammétrie. Et ces avantages-là vont justifier d'investir un plus gros montant pour se le procurer. Mais la méthode terrain au niveau du lidar est sensiblement la même au niveau que la photogrammétrie, c'est-à-dire que, évidemment, on donne avec un capteur lidar qui est calibré, tout comme son IMU, et on a une base de positionnement GNSS, que ce soit RTK ou PPK comme la photogrammétrie. On va tout simplement paramétrer notre zone de vol et notre plan de vol, comme c'est le cas en photogrammétrie. Euh, le lidar offre certaines possibilités aussi de venir préprogrammer, que ce soit au niveau du nombre de retours du lidar, donc aussi au niveau de la fréquence. Donc, tout dépendamment du pourcentage de pénétration que vous voulez avoir au niveau de votre lidar. Donc, plus que c'est dense, plus qu'on recommanderait un nombre de retours élevé. Donc, ça va venir influencer votre densité de points. Dans une zone minière où on est dans une zone complètement décapée, encore là, peut-être pas de besoin d'avoir autant de retours que si on était dans un environnement où on doit faire un relevé d'exploration minière, par exemple. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut considérer. On prépare, on sécurise le site, même principe. Pose de cible, toujours recommandé, surtout dans un contexte minier où on a plusieurs paliers, donc de maximiser notre précision en Z. La pose de cible est parfaite pour ça. On réalise le vol, on traite les données dans un traitement de logiciel LIDAR. Est-ce que c'est plus long de traiter des données LIDAR que des données de photogrammétrie? Il y a peut-être 3-4 ans, je vous aurais dit oui. Mais maintenant, je vous dis que les logiciels ont vraiment évolué. Donc, il n'y a plus de lourdeur à traiter du LIDAR et ce n'est pas plus compliqué maintenant. Mais il faut quand même se procurer le bon logiciel, donc un logiciel qui est capable de traiter de la donnée LIDAR. Les avantages du LIDAR, ben, c'est à pénétrer la canopée, comme je disais tantôt. Donc, vous êtes dans un environnement où on aurait de la végétation. Encore là, peut-être moins dans un contexte d'exploitation minière, mais si on pense à l'exploration, ou même suite aux fermetures de la mine, vous voulez faire un relevé au niveau la réhabilitation de la mine, bien, on essaie de laisser le site exactement dans le même état qu'il était avant qu'on commence. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser le LIDAR là, une fois que l'exploitation a été fermée et que la végétation commence à pousser. La précision est élevée. On parle de précision centimétrique comme la photogrammétrie. C'est très, très intéressant, le LIDAR, dans des contextes de modélisation 3D, que ce soit au niveau de l'inspection de parois ou inspection de talus. Je vous dirais que le LIDAR a vraiment des beaux avantages par rapport à la photogrammétrie à ce niveau-là. Mais généralement, on peut faire des vols automatisés dans ce contexte-là, mais les vols manuels aussi peuvent amener des bonnes informations parce qu'on peut des fois aller un petit peu plus près des structures. Donc, il peut avoir un gain à voler en manuel. Le LIDAR est performant en mauvaise luminosité, ça n'a aucune incidence pour lui. Donc, soyez pour y être l'hiver, la luminosité est moins bonne, vous êtes la nuit,
aucune différence parce qu'on parle vraiment d'un système de faisceau, si on veut. Donc, pour lui, pas d'impact au niveau de la luminosité de son côté. Et ça permet de chercher un suivi géoréférencé temporel, même principe que la photogrammétrie. Les limitations, j'en ai vu deux, en fait, principalement. Généralement, on va avoir un petit peu plus de temps sur le terrain parce que normalement, les relevés lidar se font à plus basse vitesse parce qu'on veut maximiser notre densité de points. Encore là, tout dépend de la densité que vous avez de besoin, mais l'idée étant, généralement, les vols vont se faire plus lentement et à plus basse altitude, donc un petit peu plus de temps sur le terrain et c'est plus dispendieux. Quand je parle de plus dispendieux, ça peut être un 15, 20, 30 plus cher qu'un drone de photogrammétrie bonne qualité. Donc, il faut être conscient que dans le budget, il faut prévoir un déboursé là, qui est additionnel, là. Je vais vous introduire à des technologies spécialisées, en fait, là, qu'on a maintenant la chance d'avoir au niveau de la revente, en fait. Là, donc, depuis quelques mois, on travaille en partenariat avec un distributeur qui s'appelle SPH Engineering. SPH a conçu des instrumentations là, qui sont montées sur drone, donc des systèmes embarqués sur drone. Donc, eux, leur expertise est vraiment au niveau des instruments sous le drone. Euh, Ils ont développé différentes technologies qui sont quand même vraiment intéressantes. Une première qu'on a testée, nous, là, il y a quelques semaines, qui est la magnétométrie. Euh, donc, la magnétométrie, en fait, c'est la détection des variations de champ magnétique. En ce moment, pour vous mettre en contexte, les relevés magnétométriques dans le secteur minier se font beaucoup par avion et hélicoptère. Donc, évidemment, on ne peut pas déployer ces équipements, mais ces moyens-là toutes les semaines, de par leurs frais qui sont quand même assez élevés. Donc, l'idée, ben, c'est que la magnétométrie sur drone est beaucoup plus abordable et plus facilement déployable aussi. Euh, c'est beaucoup utilisé dans le contexte d'exploration parce que c'est un petit peu ce à quoi sert la magnétométrie, ben, c'est de venir identifier des zones d'intérêt géologique à partir de la variation du champ magnétique. Donc, c'est de venir détecter d'une certaine façon si j'ai un potentiel d'exploitation au niveau d'un minéral, au niveau d'un métal, par exemple, d'un minéral ou d'un métal, excusez-moi. Euh, Tout comme n'importe quel équipement que je vous ai présenté tantôt, les relevés magnétométriques sont aussi géoréférencés. Donc, même principe, on a des coordonnées X, Y, Z. Et c'est intégrable au logiciel SIG ou n'importe quel outil de modélisation géologique. Ils sont plus utilisés, par exemple, par des géophysiciens ou des gens là, qui ont vraiment les connaissances de l'interprétation là, de données de magnétométrie. Comment ça fonctionne en fait? Bien, c'est pas compliqué. L'idée, c'est qu'on vole un drone. Une altitude peut varier. Je vous dirais, plus descend qu'on bat, plus qu'on risque d'aller chercher de l'information. Donc, c'est sûr qu'ils vont avoir une limitation en termes sur le temps terrain. Si on descend plus bas, vous comprendrez qu'on va être là plus longtemps. Mais l'idée, c'est que ça vous permet de venir détecter ce qu'on appelle des anomalies, que ce soit positives ou négatives. Je vais montrer un exemple de livrable à l'écran, puis je vais l'ouvrir après là, de façon un peu plus détaillée. Là, mais généralement, vous allez avoir une échelle d'anomalie, que ce soit de -20 à +20, par exemple, mais pas parce que l'échelle est négative que c'est notamment de la mauvaise information. Donc, ça ne veut pas dire que parce que je suis à -18 que je n'ai pas de métaux qui est là, que je n'ai pas de minéraux. Au contraire, c'est vraiment l'échelle va venir déterminer la présence de quel type d'objet que j'ai dans le sol. Donc, il faut être conscient que faut que j'interprète ces données-là. Puis, généralement, c'est des gens en géophysique qui le font ou des géologues, mais c'est quand même une information qui est pertinente pour un outil d'aide à la décision sur c'est où je dois mettre l'énergie pour l'exploitation future. Euh, Si je vous montre un peu un lien vers le livrable. Donc, on a une échelle ici, là, en bas d'anomalie. Et l'idée, bien, c'est un petit peu la représentation que vous avez sur la diapo plus tôt. Et vous êtes capable de venir tout simplement venir sélectionner les points et vous allez avoir d'une part là, les positions en X, Y, Z. Donc, on a la profondeur, si on veut que l'objet a été trouvé dans le sol. Et on a le code de couleur qui nous permet de savoir où, au niveau de quel indice. C'est une chose d'avoir la donnée, c'est une chose de l'interpréter, mais le point, c'est de s'assurer que les bonnes personnes interprètent les données parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui pourrait comprendre, mais ça vous donne quand même une idée là, du style de livrable qui peut être obtenu. Si on poursuit avec d'autres types de technologies qu'SPH ont développées, euh, la bathymétrie par drone. Présentement, beaucoup de relevés bathymétriques se font à même une chaloupe, vraiment, là. Donc, des gens qui vont aller sur le bassin ou le cours d'eau en question.
Et ça n'enchante pas nécessairement les mineurs d'avoir des gens sur des embarcations comme ça, alors qu'on a des bassins qui ont des substances qui ne sont pas nécessairement, disons, côté environnemental. C'est des résidus pour la plupart du temps. Fait qu'idéalement, de pouvoir aller chercher la donnée, mais à l'extérieur du bassin, c'est vraiment intéressant pour eux. Donc, la bathymétrie, en fait, dans ce cas-ci, on a une sonde bathymétrique qui est montée sur drone, qui est une technologie d'SPH Engineering au niveau de la sonde. Donc, c'est un sonore, proprement dit, qui me permet vraiment de venir modéliser un fond marin. Ça peut être hyper intéressant si vous avez des suivis à faire, notamment au niveau du dépôt de résidus. À savoir, est-ce que je dois venir draguer la fosse? Est-ce que j'ai des résidus qui sont en train de s'accumuler, qui sont en train, là, d'une certaine façon, côté environnemental, là, on est en train de traverser la ligne. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Et à titre informatif, la sonde est dans l'eau, à peu près à 1 mètre, 1,2 mètres, puis on la laisse flotter dans l'eau. Le drone sur une ligne de vol préprogrammée va prendre ses données de cette façon-là. Idéalement, on le fait sur des bassins où l'eau est assez calme, moins conçus pour les cours d'eau où on aurait beaucoup de turbulences dans l'eau, notamment, là. Les deux, ben, ça nous permet d'aller chercher une cartographie de fond marin. Il y a différents types de sondes bathymétriques, je vous dirais. On peut en avoir qui sont de type multifaisceau, on peut en avoir qui sont de simples faisceaux. Tout dépendamment de ce que vous voulez mesurer, ça va venir influencer là, le choix là, de la sonde. Aussi, vous avez différentes fréquences que vous pouvez programmer la sonde. Puis c'est un petit peu ce que je présente sur la diapositive. L'idée, c'est que si vous avez une fréquence qui est plus élevée, dans ce cas-ci, c'est 200 kHz, à ce moment-là, on va être plus en mesure d'aller chercher l'information au fond du bassin. Donc, les sédiments qui sont vraiment déposés dans le fond. À gauche, on voit au niveau de la profondeur, là, qui sont là ici au niveau de l'échelle. Si on y va sur une sonde bathymétrique avec une fréquence qui est moindre, dans ce cas-ci 50 kHz, vous êtes plus en mesure de voir ce qui est en suspens. Donc, c'est quoi les sédiments qui sont en suspension? Donc, même technologie, mais qui amène deux types de résultats, tout dépendamment de ce que vous avez besoin de chercher comme information. J'ai parlé tantôt de cartographie de l'air. En fait, l'idée, c'est que de plus en plus de distributeurs et de concepteurs d'équipements s'intéressent à l'analyse de la qualité de l'air. SPH en fait partie. Eux ont un détecteur là, de méthane là, qu'ils ont lancé, qui est encore une fois qui est compatible sur notamment Ketron DJI, mais d'autres types d'équipements aussi qui ont la capacité de charge pour transporter le poids du capteur. Ben, l'idée, en fait, c'est aussi simple que de pouvoir venir détecter la présence de gaz, la présence d'une fuite, en fait, là, qui serait sur le terrain, donc mieux comprendre où est la source d'émission de la fuite. Si les données sont encore une fois géoréférencées, donc même principe, vous avez la possibilité d'avoir la donnée en XYZ. Donc, c'est vraiment le même type de carte, un peu, je vous ai montré au niveau de la bathymétrie. Mais là, on va être dans un contexte où on a vraiment une carte au niveau du gaz qui émane, si on veut, du sol. L'échelle de mesure est en ppm, donc qui est une unité de mesure quand même, je dirais, internationale. Donc, souvent, les gens en environnement là, travaillent beaucoup avec cet indice de mesure-là. Ben, l'idée, en fait, c'est que vous le voyez sur une carte, on a les codes de couleur, puis on va venir voir l'indice de ppm. Puis si j'ouvre le livrable de façon un peu plus approfondie, ben, je vais pouvoir venir tout simplement là, on s'entend, c'est pas très, très sophistiqué, là, mais le but, c'est que vous ayez l'information, là. Je suis capable de venir voir que la captation était faite, puis je suis capable de venir voir ma concentration de ppm qui varie. Donc, plus qu'on va dans une couleur orangée, plus qu'elle monte, plus qu'on est dans une couleur bleue, plus qu'elle diminue. Donc, il faut comprendre que les fuites, ben, vous comprendrez qu'elles sont hautes, que le ppm est plus élevé. Donc, c'est ce genre de technologie-là que SPH propose, que nous, on a bien hâte de pouvoir présenter de façon plus approfondie. Mais l'idée, encore une fois, c'est vraiment d'avoir une cartographie géoréférencée sur des informations pertinentes pour vous aider à prendre des décisions. Poursuivons. Bien calculer votre ROI. Il y a toujours des questions au départ quand on intègre un programme de drone dans l'entreprise, puis on doit convaincre les patrons, c'est de dire, ben est-ce qu'on va sauver de l'argent avec ça? Il ne faut pas que les gens voient comme des jouets, là. L'idée, c'est que c'est des outils de travail comme un marteau pour un menuisier ou comme une base d'arpentage pour un arpenteur qui ferait un relevé un petit peu plus classique. Donc, l'idée, ben, ce ROI-là, dans les mineurs, il est vraiment facile à calculer parce que
il y a quand même plusieurs éléments qui jouent en votre avantage quand vient le temps de discuter de drones puis de la pertinence des drones là, dans le secteur minier parce que dans un, ben, il y a énormément de relevés à faire. Il y a beaucoup de monitoring, comme j'expliquais tantôt, donc il y a beaucoup de données qui sont captées à forte fréquence. Donc, le nombre de projets est énorme et ça suscite beaucoup de sorties d'équipement. Donc, on est en mesure de justifier que cet équipement-là va être souvent sur le terrain, donc ça vaut la peine d'investir. Euh, les superficies à couvrir aussi, superficie pas en termes juste de distance, mais aussi en termes de niveau de dangerosité d'aller sur ces superficies-là. De par tous les dangers inhérents à utiliser là, des équipements conventionnels au travers de la machinerie puis tout ça, ben, les employés qui sont là aussi en grand volume, ben, de pouvoir couvrir des bonnes superficies à distance sans mettre les gens en danger sur le site, c'est intéressant. Pour faire peut-être des similitudes, puis je vois un petit peu plus bas au niveau du coût de la main-d'œuvre, qui est aussi important de comprendre combien ça coûte présentement par exemple, d'avoir un employé qui fait un relevé avec une méthode conventionnelle versus qui sauverait comme temps en drone, bien, tu sais, des relevés d'arpentage, par exemple, conventionnels où on fait de la volumétrie, bien, au lieu de prendre 2 jours, ça peut prendre quelques heures par drone. Donc, rapidement, on voit que les coûts en main-d'œuvre diminuent parce que les gens sont moins longtemps sur le terrain avec les bons équipements. Donc, c'est comprendre toute cette notion-là de vraiment mettre en lien le drone avec les méthodes traditionnelles puis d'être capable de comparer puis de pouvoir calculer. Puis une chose qui est pas importante aussi, ben, c'est au niveau des gains en sécurité. Les mines se font un devoir d'être impeccables au niveau de la santé et sécurité au travail. Donc, c'est vraiment très parlant pour eux. Donc, c'est un discours qui trouve écho. Donc, ça, je vous dirais que c'est vraiment un élément sur lequel on doit marteler quand on parle de drone là, au niveau du secteur minier. Bref, récapitulatif des principales technologies discutées aujourd'hui. Ben, je les résume rapidement, puis c'est juste pour faire peut-être un petit survol sur ce qui a été présenté initialement, mais aussi sur ce que j'ai pas pu présenter, mais qui pourrait être intéressant pour vous dans le futur, que vous connaissez au moins là, que ça se peut. Bon, évidemment, tout ce qui est cartographie d'un site, photogrammetrie RGB, donc avec capteur conventionnel, capteur RGB, évidemment 20 mégapixels et plus, capteur 4 tiers, grand angle, à la limite, peut faire le travail aussi. Donc, c'est les équipements qui permettent de cartographier. Euh, Quand on parle de relevé d'intérêt complexe, on parle du lidar. Bien, je parlais tantôt de vous de la luminosité, qui était un facteur que la photogrammétrie est moins optimale dans les conditions qu'on aurait de la neige. Mais comme j'expliquais tantôt, une volumétrie par drone dans un contexte où on aurait une photogrammétrie, pas possible, pas de résultat, mais à part lidar, il n'y aurait pas de problème. On est capable de faire la distinction entre le fond blanc et le dessus de la pile, par exemple, parce qu'on a un système de faisceau. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Et aussi pour la modélisation 3D, le LiDAR est beaucoup utilisé. Donc, ça vient vraiment amener des résultats qui sont intéressants. Opération autonome et à distance, c'est juste pour que vous soyez introduits à des technologies qui commencent à se démocratiser dans le marché, notamment tout ce qui est docking station. Donc, on a un exemple en bas à droite sur l'image, mais on parle de stations permanentes sur lesquelles le drone peut venir se déposer et redécoller. On peut replanifier un vol au besoin. On peut préprogrammer des vols à l'avance. Ce qui est intéressant dans le contexte minier, c'est que beaucoup d'opérations sur les mêmes sites. On fait pratiquement toujours les mêmes vols, la même attitude, le même paramétrage de vol. C'est vraiment une technologie qui est propice à l'utilisation au niveau du secteur minier, de par ses avantages que ça propose. Il faut faire attention, par contre, au niveau légal. Il y a encore certaines contraintes au niveau des équipements qui ne sont pas nécessairement homologués pour le vol hors vue. Donc, de dire, je vais être à l'extérieur, le dock va être à son endroit, moi, je vais dans le bureau, puis je laisse aller ça automatiquement, puis je ne regarde même pas le drone. On n'est pas rendu là. Ça prend évidemment un observateur. On reste que la technologie vous amène là, puis on espère que la loi va suivre. Mais c'est des technologies qui ont vraiment du potentiel là, dans le futur. Je n'ai pas abordé les technologies SLAM aujourd'hui. On parle de technologies souterraines, donc vraiment de lidars qui sont conçus pour aller dans le souterrain. Donc, on parle de lidars qui sont faits pour fonctionner sans connexion au GPS. Très intéressant pour les mines souterraines notamment, ou tout endroit où on a un signal qui est absent. Donc, ça, c'est quand même intéressant au niveau du SLAM. On a parlé de magnétométrie au niveau de tout ce qui est exploré sous la surface, donc au niveau notamment de l'exploration minière, où toute information j'aurais besoin d'aller chercher sur le site minier, il y aurait quoi d'enfoui? On veut voir, y a-t-il des restants de métal? Y a-t-il quelque chose là, pendant qu'on opère? Bien, la magnétométrie sert à ça. Et la mesure de bassin, évidemment, la bathymétrie, donc, que je vous ai présenté tantôt, notamment au niveau des bassins de sédimentation. Donc, c'est des technologies là, qui ont de plus en plus la cote et toujours dans une optique de s'assurer que les gens opèrent de façon sécuritaire, donc de ne pas être sûr
le bassin à l'extérieur, puis aller chercher la même qualité de données, sinon meilleure. Donc, voilà pour ça. En conclusion, la valeur du drone, en fait, ça ne limite pas uniquement au vol. Ce que les gens veulent, c'est un livrable. Donc, peu importe le type d'équipement que vous utilisez, l'importance est au niveau de l'instrumentation qui est en dessous de l'appareil, qui est appropriée selon les données que vous voulez aller chercher. Euh, donc, le livrable qui est produit, ben, c'est ce qui vous permet de prendre de meilleures décisions sur le terrain. Des meilleures données, des meilleures décisions, des meilleurs résultats. Puis le secteur minier le comprend beaucoup parce qu'on parle de compagnies privées qui ont de la rentabilité à aller chercher. On parle de compagnies qui ont moins de leurs ambitions. Donc, je vous dirais, ça les interpelle beaucoup. Donc, voilà pour les mots de la fin. Je ne sais pas si les gens avaient des questions ou quoi que ce soit, mais si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Ça va me faire plaisir d'y répondre de meilleur de mes connaissances. Si c'est des questions je ne peux pas répondre, je vais me faire un plaisir d'aller chercher les réponses pour vous et pour les remettre plus tard. Y a-t-il des questions dans le chat? Pas pour l'instant. On peut te laisser quelques minutes, puis alors, vous allez voir. Donc, pour répondre à la question de David, pour un opérateur en démarrage en Abitibi, est-ce que vous recommanderiez d'investir d'emblée dans un système LIDAR quitte à y mettre tout le budget de départ ou de commencer avec un drone RTK photogrammétrie comme la matrice KT et ajouter le LIDAR plus tard une fois les premiers revenus générés? Et pour la prospection, est-ce que vous approchez les mines en identifiant un manque précis dans leurs opérations ou est-ce qu'un appel direct, voici ce qu'on fait, avez-vous des besoins suffisants pour la conversation? Pour répondre à la première question, David, en fait, très, très pertinent. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'univers des drones, puis ils ont les idées de grandeur, puis on y va avec le gros kit, là, puis le LiDAR est dans cette catégorie-là. Moi, j'aurais tendance à dire qu'à peu près 80 des mandats vont pouvoir être faits par photogrammétrie. Donc, d'investir dans un drone de photogrammétrie, un Matrica d'entreprise, par exemple, c'est une excellente machine, un excellent drone. Puis il y a énormément de départements d'arpentage dans les minières qui ont cet équipement-là, parce que c'est facilement déployable. C'est quand même très robuste pour sa taille. Donc, d'investir dans un LiDAR dès le départ pour aller chercher le 20 restant, si on veut, des applications que la photogrammétrie ne peut pas faire parce qu'on aura opéré l'hiver ou dans les mauvaises luminosités ou dans des contextes qu'on aurait de la végétation, je te dirais que ce n'est pas nécessairement, pour moi, un avenue obligatoire dès le départ. Donc, souvent, nous, ce qu'on propose, c'est les gens qui intègrent les drones tranquillement, puis qu'à un moment donné, ils ont un mandat comme ça qui est ponctuel, qui demande un LiDAR. Bien, nous, on travaille beaucoup en location. Donc, les gens vont pouvoir, sans avoir à investir des sommes, sur un équipement qui va dormir dans le garde-robe pendant des mois, bien, ça vous donne la possibilité de faire les relevés, faire les mandats, mais sans avoir à investir des sommes considérables. Donc, pour répondre à la question, un drone en photogrammétrie matricielle d'entreprise, ce serait bien parfait. C'est une excellente machine là, au niveau du marché actuellement. Et pour la prospection, est-ce que vous approchez les mines en identifiant un manque précis dans leurs opérations ou est-ce qu'un appel direct, voici ce qu'on fait, avez-vous des besoins suffisants pour la conversation? J'ai tendance à dire la deuxième approche. Donc, ces gens qui sont jamais réceptifs. L'idée, par contre, c'est de savoir, de trouver la bonne personne dans l'entreprise à qui je dois parler. Puis il y a énormément de départements en minière, donc il y a beaucoup de gens. C'est comme une petite ville un peu, là. Donc, c'est de s'assurer qu'on s'adresse aux bonnes personnes, qu'on parle leur langage. Mais oui, les gens sont ouverts à discuter parce que c'est des technologies pour la part qu'ils connaissent déjà, parce qu'ils ont soit déjà intégré ou déjà entendu parler, parce que le secteur minier, c'est un secteur, je te dirais, qu'on n'est pas sur des gens qui débutent là, dans l'univers des drones. Là. C'est prouvé depuis des années que ça fonctionne, puis je parle de plusieurs dizaines d'années. Donc, les gens comprennent, savent c'est quoi, puis ils comprennent c'est quoi un livrable, comprennent c'est quoi une image de pointe, comprennent c'est quoi relevé bathymétrique. Fait que, tu sais, généralement, ils sont déjà quand même assez bien éduqués là-dessus. Ça fait plaisir. Une approximation pour le coût des équipements, bien absolument, pour Dan, ben en fait, je vous dirais la fourchette de prix varie entre, si on prend Matrice 4 entreprise tout équipé, on va peut-être être dans les 10 000. Puis on peut aller facilement sur du 50, 55 000, 60 000 même pour un drone avec un capteur LiDAR. On a des équipements qui vont monter encore en termes de prix. Tantôt, j'ai montré un Wintra là, qui est un aile volante. Si on va sur du LiDAR, on va être dans le début centaine de mille, je vais dire comme ça. Mais généralement, la fourchette de prix est quand même très variée. Mais tu sais, un 10 000 pour commencer sur un bon drone de photogrammétrie, un petit peu comme j'expliquais tantôt à David, serait le budget là, à considérer. Prévoir peut-être une durée de 5 ans au niveau des équipements parce que l'obsolescence peut arriver rapidement. Puis quand je parle de rapidement, je parle de 5 ans, là, rassurez-vous. Là, on ne parle pas de 2 ans non plus. Mais c'est des technologies on dépend de très peu de fabricants présentement, là, sans faire de cachette.
Donc, ces fabricants-là lancent beaucoup de nouvelles technos et rapidement, les accessoires, les pièces deviennent discontinuées aussi. Donc, par souci de transparence, je vous dirais, idéalement, vous le rentabilisez là, dans une période même de 2 ans, je vous dirais, mais vous pouvez vous attendre à avoir un équipement au moins pour 5 ans. Mais c'est conditionnel à vous garder vraiment l'équipement en bon état. Maintenance, réparation sont faits moins de façon annuelle. Donc, c'est ce que je vous dirais, le côté budget. Si d'autres questions ont à venir, écoutez, n'hésitez pas à nous appeler chez nos experts ou encore là, communiquer via le site web. On est toujours très intéressés à vous parler. On a une boutique ici à Québec, donc on a beaucoup d'équipements en démonstration. Fait que des fois, le voir prend encore plus son sens, de comprendre aussi l'ampleur des machines, de voir un petit peu comment les payloads s'intègrent. Tu sais, des fois, c'est parlant. Et aussi, on est très amenés, nous, à aller sur le terrain, faire des démonstrations, ce genre de choses-là. Fait qu'hésitez pas. Une fourchette de ce qui peut être établi comme tarif ainsi que des revenus nets potentiels dans le domaine. Bien, si j'avais un secteur, moi, où je me lancerais, je voudrais le secteur minier serait probablement les premiers que je regarderais parce que c'est des entreprises qui sont déjà amenées à faire affaire avec des sous-traitants. Ça fait déjà partie un peu de leur méthode d'avoir des gens à l'externe qui viennent faire des relevés pour eux. Puis, tu sais, il ne faut pas garder en tête aussi, des fois, il peut y avoir des comptes expertise qui sont demandés. Fait que ça peut arriver, par exemple, qu'on a des audits à faire, où on doit avoir une firme externe qui vient faire un relevé, qui est le même relevé qu'eux ont fait, puis venir comparer que les données sont les bonnes. Euh, En termes de prix, je vous dirais, c'est dur de me positionner parce que ça dépend toujours, ben, c'est quoi c'est quoi le type de livrable que vous voulez, générer, c'est quoi la zone que vous allez opérer, c'est quoi la précision qui est recherchée? Parce que la précision vient jouer beaucoup sur votre méthode terrain, donc ça vient impacter aussi le temps que vous allez être là. Je vous dirais, c'est difficile de se positionner, mais généralement, au niveau de la position dans le marché, les gens vont toujours travailler avec tout ce qui est frais de transport, mobilisation pour se rendre au site, tout ce qui est frais d'acquisition, donc de capter la donnée pendant qu'on est sur le site, puis tout ce qui est au niveau de logiciel, au niveau de la gestion de la donnée. Il y en a qui préfèrent uniquement faire la captation, on donne la sous-traitance au niveau du traitement. Il y a des entreprises, nous, on fait des fois la sous-traitance au niveau du traitement de données. Donc, il y en a qui ne sont pas prêts à investir dans l'écosystème complet de l'ensemble du processus, qui inclut notamment le traitement. Donc, ça dépend aussi c'est quoi le modèle d'affaires que vous voulez aller chercher. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a certains logiciels qui vont à peu près au même prix que le drone. Je parlerais peut-être d'un matricule d'entreprise tantôt. Il peut y avoir des suites de logiciels à 7 000 8 000 par année. D'autres logiciels open source peuvent bien faire le travail aussi ou que c'est beaucoup moins cher, mais il faut toujours garder certaines façons là, en perspective qu'un logiciel de traitement de données professionnel est quand même un investissement là, qui doit être fait, là. Comment développer nos connaissances du domaine lié pour approcher les entreprises, surtout les compétents dans cette niche? Moi, je dirais une des premières choses, là, de rester attentif à tout ce qui est événements, donc tout ce qui est congrès, tout ce qui est. C'est un secteur qui a énormément d'événements où que les grands distributeurs mondiaux se regroupent. Au Canada, on a la chance d'avoir un secteur minier qui est très fort. Donc, on a des gros événements au Canada là, où que les compagnies minières se regroupent, mais pas uniquement juste au niveau des compagnies minières, mais tout ce qui est service pour desservir les mines. Donc, tu sais, de rester attentif à ça. Donc, moi, je vous disais, le réseautage en personne est encore une bonne façon d'atteindre ces gens-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même énormément sollicités. Vous comprendrez que les gens c'est un secteur qu'on sait qui est d'une certaine façon qui est prospère. Donc, ça fait en sorte que les gens savent que les budgets sont là, mais pas parce que les budgets sont là que nécessairement ils vont donner des mandats à des gens qui n'ont pas les compétences. Donc, c'est s'assurer d'aller chercher une certaine crédibilité. Puis cette crédibilité-là, ben oui, elle se fait par des mandats sur le terrain, mais aussi en allant rencontrer les gens, leur expliquer c'est quoi votre expertise. Puis il y a énormément d'événements là, au niveau des mines au Québec et même au Canada, là. Fait que ça serait une bonne façon là, de faire connaître. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, ouais, parfait. Ça fait plaisir, Mélanie, il n'y a pas de problème. Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous écrire ou encore nous appeler. Donc, si les gens ont plus de questions à ce moment-là, écoutez, merci d'avoir participé aujourd'hui. On reste disponible aux besoins. Je suis content de savoir là, qu'il y a des gens qui ont commencé déjà à peut-être regarder pour ce créneau-là, parce que moi, je pense qu'il y a encore de la place là, dans le marché minier pour des gens qui se lancent en affaires, pour aller desservir ces clients-là. Donc, merci encore de votre présence, puis je vous souhaite une bonne fin de journée.